Je vous confirme, je vous rassure, c'est vraiment ici, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, que va se dérouler la 7e édition de Méga Ta Grandeur. Venez ensemble, en famille, entre amis, et les places sont limitées car l'entrée est gratuite. Un grand rendez-vous des enfants de Dieu à ne pas manquer. Et la thématique retenue pour cette année, la grandeur de Dieu. Nous sommes dans le psaume 145, le verset 3. Ensemble, nous allons célébrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Méga Ta Grandeur. Samedi 20 décembre 2025 à 13h. Tout de suite sur BIMM TV. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, aucune information officielle jusqu'ici de la part des autorités sur la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira qui serait désormais entre les mains de rebelles AFC M23 soutenus par le Rwanda ce mercredi. La veille, la ville était déjà dans l'incertitude après que des tirs à l'arme lourde et légère avaient retenti pendant la matinée. Plus de 200 personnes ont donc pris la fuite, notamment vers le Burundi qui a fermé ses frontières il y a de cela quelques heures. Présentation de 25 présumés criminels arrêtés par la police à Mongafula au public. Cet exploit des patrouilles de routine organisées par la police nationale congolaise est consécutif au changement de stratégie opéré par le commandant de la police du district de Mongafula dans le quartier Matadi Mayo et Maman Mobutu. À cette allure, il y a lieu donc d'espérer vivre en toute quiétude dans cette commune autrefois réputée comme étant le bastion du banditisme urbain. De 9 à 21%, le taux de desserte de l'électricité en République démocratique du Congo aurait évolué selon le gouvernement. Pourtant, des statistiques des services œuvrant dans ces secteurs diffèrent clairement de celles des gouvernants. Alors que l'accès à l'électricité constitue encore une véritable problématique dans le pays, la société civile appelle à davantage de pragmatisme. Bienvenue à tous. Aucune information officielle jusqu'ici de la part des autorités sur la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira qui serait désormais entre les mains des rebelles AFC M23 soutenus par le Rwanda ce mercredi. La veille, la ville était déjà dans l'incertitude après que des tirs à l'arme lourde et légère avaient retenti pendant la matinée. Plus de 200 personnes ont pris la fuite, notamment vers le Burundi qui a fermé ses frontières et était là à quelques heures. Une situation qui force les populations civiles au déplacement en ce jour consacré à la célébration de la Journée internationale des droits humains. Des milliers de Congolais dans l'est du pays luttent simplement pour survivre entre l'idéal universel et réalité de terrain. Les fossés se-t-ils creusés? Élément des réponses dans ce récit signé Erwin Kouka rendu par Yannick Mbouyaba. C'est aujourd'hui la Journée internationale de défense des droits de l'homme. Une date anniversaire qui, cette année plus que jamais, résonne comme une alerte rouge sur la scène mondiale. Alors que les Nations Unies tentent de ramener les débats au niveau des citoyens avec le thème droits humains, nos essentiels de tout le jour, la réalité du terrain de Gaza à Goma, raconte une toute autre histoire. Celle d'un monde où la loi du plus fort semble vouloir effacer 70 ans d'acquis juridiques sur la scène internationale. Un monde en plein grand recul. Si l'on devait résumer l'année 2025 en un mot, ce serait polarisation. Les statistiques mondiales donnent les vertiges. Selon le dernier rapport compilé par les grands ONG de l'ONU, nous assistons à un recul historique. Le chiffre le plus glaçant concerne les civils. En 2025, plus de 600 millions de femmes et filles vivent désormais dans les zones de conflits armés. Un record absolu. L'immunité diplomatique s'est transformée en impunité de fait.
Les grandes puissances violent le droit international sans craindre des sanctions, créant ainsi un précédent dangereux pour les plus petites nations. Sur le front de libertés individuelles, le bilan n'est guère plus réluisant. Plus de 21 pays ont durci leur législation cette année pour restreindre la liberté d'expression, utilisant souvent l'intelligence artificielle pour surveiller les journalistes et les militants. Quant aux objectifs de développement durable censés garantir les droits économiques, eau, santé et éducation, seuls 35% de cibles sont atteintes à 5 ans de l'échéance 2030. Si le tableau mondial est sombre, la situation en République démocratique du Congo en 2025 en est l'illustration la plus tragique. Ici, les droits de l'homme ne sont pas un concept abstrait, mais une question de survie immédiate. Les chiffres du Bureau conjoint des Nations Unies de défense des droits de l'homme pour le premier semestre 2025 sont implacables. Les violations ont bondi de près de 11% par rapport à l'année précédente. L'Est du pays, toujours en proie aux femmes, concentre 86% de ces abus. L'offensive persistante du M23 couplée aux attaques meurtrières des ADF et de la milice Codeco a fait exploser le nombre de victimes, dépassant 8600 personnes touchées, tuées, blessées ou violées en seulement 6 mois. Mais la violence armée n'est pas le seul fléau. À travers le pays, l'espace civique se rétrécit. En cette année charnière, la restriction aux manifestations pacifiques et les pressions sur les médias rappellent que la démocratie congolaise reste fragile. Pourtant, au milieu de ce chaos, le thème de l'année 2025, nos essentiels de tous les jours, prend tout son sens. Il nous rappelle que les droits de l'homme ne se jouent pas uniquement dans les palais de justice à Genève ou à New York, mais dans l'accès à l'eau potable à Kinshasa, dans la sécurité d'un chemin d'école à Bunia ou dans la liberté de tweeter sans craindre l'arrestation. Le statu quo n'est plus une option. Face au recul des États, c'est la société civile qui tient la barre. Des mouvements de jeunes pour le climat aux associations des femmes à Goma qui documentent des crimes sexuels et la résistance s'organisent. En ce 10 décembre 2025, le constat est clair, les droits de l'homme ne sont pas acquis. Ils sont un combat en RDC comme ailleurs. Ce combat est loin d'être terminé. Dans l'entretemps, la campagne de conscientisation de la jeunesse étudiantine sur le complot dont est victime la République démocratique du Congo se poursuit. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont eu droit à une conférence organisée conjointement par la dynamique menée par Freddy Mulumba et l'UPN autour du thème « Élite congolaise, conscience nationale et appropriation de la lutte pour la libération de la RDC ». Des moments d'échange qui ont permis à ces jeunes de comprendre les enjeux de la guerre qui sévit en RDC. Il ne s'élasse pas de conscientiser la jeunesse sur le complot dont est victime la RDC. Après l'université de Kinshasa, la dynamique conduite par Freddy Mulumba s'est retrouvée à l'Université nationale pédagogique. Avec les autorités académiques, une conférence était organisée autour du thème « Élite congolaise, conscience nationale et appropriation de la lutte pour la libération de la RDC ». C'est une prise de conscience dans la logique où nous avons vu qu'un Camerounais du nom de Charles Onana, qui prend à cœur l'affaire de la RDC. Et il écrit, il publie, il fait des émissions, il fait des interventions sur le Congo, alors que l'affaire du Congo doit être un combat de nous Congolais en premier lieu. Les intervenants, parmi lesquels de professeurs Charles Onana et Freddy Mulumba, ont conscientisé l'auditoire à prendre conscience de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Les résultats étaient immédiats. Les Rwandais enseignent leurs enfants que nous devons récupérer le Congo. Et mais nous devons enseigner à nos enfants que nous devons libérer le Congo. Ça doit partir de la base. Et au-delà de ça, nous devons accompagner l'action du chef de l'État. Déjà, il est en train de faire un grand travail. Nous devons l'accompagner. Mais s'il y a lieu, parce que nous croyons que les Rwandais n'ont pas des oreilles, ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils ont signé l'accord, mais juste après, ils ont continué à faire des problèmes. La dynamique ne va pas s'arrêter aussi longtemps que le dernier Congolais n'aura pas pris conscience du complot dont est victime le pays de Lumumba. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que
La République démocratique du Congo pourra compter aussi sur le mécanisme de coordination Nexus Humanitaire Développement Paix lancé par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, en présence du coordonnateur résident des agences des systèmes des Nations Unies, Bruno Le Marquis. Ce mécanisme national vise à renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité des actions menées dans les 3 piliers du Nexus HDP. L'approche Nexus HDP représente, comme vous le savez, une opportunité intéressante de création de sentiers vertueux dans notre quête de développement. Ceci précisément dans les zones en proie à une certaine fragilité où les possibilités de développement se voient limitées, parfois contraintes par l'absence de stratégies ambitieuses ou encore par l'urgence d'assurer les besoins essentiels et vitaux des populations en détresse. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement du groupe de concertation Nexus HDP, un mécanisme qui témoigne de l'engagement fort du gouvernement congolais à renforcer avec ses partenaires nationaux et internationaux la coordination des efforts humanitaires de développement et de paix. La mise en place de ce groupe s'inscrit dans le cadre du processus de ce qu'on avait appelé la redynamisation des groupes techniques sectoriels, les GTS, qui avait été enclenché l'an dernier sous la houlette du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, et lors duquel il était ressorti le besoin d'un mécanisme de coordination au niveau national avec l'État au centre pour assurer le portage politique de l'approche Nexus et contribuer à sa mise à l'échelle. Femmes, paix et sécurité, c'est la grande affiche du 6e forum qui se tient à Tunis sous le thème 25 ans de la résolution 1325, renforcer l'agenda mondial paix et sécurité dans un ordre mondial en mutation. Cet événement de haute portée régionale met en relief le courage et la résilience des femmes en situation de crise. Mahamoud Ali, président de la Commission de l'Union africaine. Il continue de faire face à des transitions politiques, à l'extrémisme violent, aux défis liés au climat, ainsi qu'à des menaces persistantes à la paix. Pourtant, malgré ces pressions, les femmes africaines font preuve d'un courage et d'un leadership remarquable. Je rends hommage aux femmes du Soudan, qui demeurent résilientes au cœur du conflit, aux femmes de la région des Grands Lacs, qui persévèrent dans des crises prolongées, et aux femmes du Sahel, qui soutiennent leur communauté malgré l'insécurité et le déplacement. La résilience nous rappelle que les femmes sont des piliers centraux de la paix et de la stabilité. Nous nous réunissons également à un moment où le monde observe les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Une campagne mondiale qui nous appelle à intensifier nos efforts pour prévenir et éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. Ces 16 jours nous rappellent que la lutte contre les violences basées sur le genre n'est pas un engagement saisonnier, mais une responsabilité quotidienne et un fondement essentiel de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Alors que l'Afrique avance dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, ce moment offre une occasion cruciale de renouveler le plaidoyer, de mobiliser des ressources et de renforcer la redevabilité. Cette année a également été marquée par un développement historique au niveau mondial. Sous le leadership de l'Afrique du Sud, le G20 a déclaré les violences faites aux femmes et aux filles comme un désastre mondial, élevant cette question à un niveau d'urgence politique sans précédent. Cette initiative audacieuse renforce le leadership de l'Afrique dans la définition des normes mondiales et s'aligne directement sur nos priorités continentales, en particulier la Convention. Elle envoie un message clair: la violence contre les femmes n'est pas inévitable, c'est une urgence qui requiert des actions décisives et coordonnées. Et puis la République démocratique du Congo et la Zambie viennent de construire 30 bornes dans la zone frontalière de Kasumbalesa entre la RDC et la Zambie. C'était la mission assignée à la délégation du secrétariat permanent des frontières de la RDC dans le cadre de la commission technique mixte sur les frontières entre les deux pays. Après 3 mois de travaux, la délégation de la RDC a quitté Kasumbalesa avec satisfaction. Des salutations chaleureuses qui démontrent la clôture en beauté des travaux de construction de 30 bornes dans la zone frontalière entre la RDC et la Zambie. Des travaux débutés au mois de septembre dernier, suspendus, puis repris le 20 novembre
Pour se clôturer, le 19 décembre a raison de 10 jours pour chacune des côtés. C'est avec une grande satisfaction que nous allons clôturer nos travaux. Je pense que c'est une étape importante que nous venons de franchir. Voilà des situations que nous découvrons en faisant ce travail de réaffirmation des frontières. Cette session a permis de mettre en place une équipe technique mixte pour cerner les allégations d'empiètement du territoire congolais à Cimenté, Lushindamo à Kambov. Une situation confirmée par la dite commission qui a par ailleurs confirmé que les deux villages se trouvaient sur les territoires congolais et non comme attesté auparavant. C'est délicat, la mission que nous avons à remplir, c'est pourquoi la discrétion est de rigueur parfois, mais soyons convaincus que ce que nous faisons va être utile. Une mission de densification des bornes est prévue l'année prochaine. La question relative à l'empiètement des entrepôts zambiens sur la ligne frontalière et tant d'autres sera présentée pour discussion lors de la réunion de la Commission Défense et Sécurité RDC Zambie prévue à Lubumbashi au mois de janvier prochain. De quoi réjouir le coordinateur des travaux, Mathieu Moulala, et les chefs des délégations congolaises et zambiennes, le professeur Célestin Ngouya et l'ambassadeur Paulo Costita. Dans la capitale Kinshasa, la lutte contre le banditisme urbain se poursuit. 25 présumés bandits ont été arrêtés lors des itinérances des policiers au quartier Maman Mobutu et Matadi Mayo dans la commune de Mongafula. Leur présentation au public était l'occasion pour les autorités municipales de marteler sur le changement des stratégies annoncées face à la situation d'insécurité de plus en plus récurrente dans cette partie de la capitale. Mardi 9 décembre, la police de Mongafula a présenté 25 présumés malfaiteurs identifiés comme Kuluna et criminels armés aux autorités municipales et à la population des quartiers Matadi Mayo et Mama Mobutu. Un ouf de soulagement pour ces victimes qui en avaient assez. Oui, précisément, on a fait début décembre. Vers le début du mois de décembre, nous avons été visités par ces criminels. Nous sommes satisfaits du travail de la police qui a réussi à mettre la main sur ces inciviques. Quelquefois, nous, les habitants de ces secteurs, nous avons du mal à dormir suite à la présence de ces inciviques. Dès minuit à 4 heures, nous avons du mal à fermer l'œil suite à l'activisme de ces jeunes. Cambriolage, vol à main armée, agression, viol et autres formes de criminalité pèsent sur ces présumés malfrats. Il y avait 3 militaires avec 3 armes. Ce coup de filet vient en réponse aux réclamations de la population de ces deux quartiers qui en ont eu ras-le-bol. Le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbumambala, a rassuré la population de son implication personnelle dans cette lutte contre la recrudescence de la criminalité dans sa municipalité. Ces derniers jours, nous souffrons énormément suite à l'insécurité qui bat de plus en plus en plein. Grâce à la police, nous avons réussi à mettre la main sur ces présumés auteurs de plusieurs forfaits la semaine dernière. Il faudra l'implication de tous afin de mettre fin à ces fléaux qui devient de plus en plus dangereux pour les générations futures. Je félicite le commissariat de Mongafula pour le travail des titans abattus. Nous demandons donc au gouvernement de nous occuper de plus de moyens logistiques, notamment des véhicules et des motos, pour les bons déroulements du travail. La population a apprécié cette prouesse des services de sécurité de la commune à travers l'offensive engagée contre la criminalité. Une offensive qui porte déjà ses fruits. Parlons aussi de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Trésor américain a dépêché une délégation à RDC pour évaluer les progrès du pays. C'est sur une note de satisfaction, gage de la poursuite du processus des GAFI pour sortir le pays de la liste grise, que cette délégation a été reçue par le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier.
Après la signature des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, cette mission du Trésor américain est venue évaluer les progrès et réformes réalisés par la RDC dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kishula, a rassuré ses hôtes de l'implication et de l'engagement du président de la République dans la croisade contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, gage d'un environnement financier fiable, transparent et sécurisé pour tous les investisseurs. Il était nécessaire de voir comment nous sommes en train d'évoluer au niveau de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et voir quels sont les créneaux qui peuvent être mis à notre disposition pour renforcer cette collaboration bilatérale. Donc on a fait le point sur le processus de l'ICRG et on a vu dans quelle mesure la CNRF pouvait coopérer ou collaborer avec FinCEN, qui est une autre cellule de renseignement financier au niveau des États-Unis, et comment le CONASAFIC pouvait collaborer avec l'OFAC, qui serait son homologue au niveau des USA. Cette réunion est déterminante pour la suite du processus du GAFI, avec la visite sur place de l'équipe du groupe d'action financière internationale. La prochaine rencontre est prévue en début janvier à Lisbonne. La délégation américaine est repartie satisfaite. Avec cette détente, la voie vers la sortie de la RDC de la liste grise est balisée. 2,4 millions d'euros ont été mobilisés pour la capitalisation de la deuxième phase du programme Uni pour la santé. Ce programme a alimenté les échanges dans le cadre des efforts continus visant à contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population. Piloté par l'organisation non gouvernementale médicale belge des coopérations au développement, ces assises ont mis l'accent sur le renforcement du système de santé conformément à l'approche vision transformation et résilience. Durant 7 mois, des experts en santé ont concentré leurs travaux sur cette province le plus vulnérable du pays, là où le besoin reste le plus criant et où le programme Uni pour la santé déploie ses actions. Financé par la coopération européenne en appui au ministère de la Santé, ce projet cible particulièrement la province d'Elituri dans cette ville, ainsi que le Congo central dans 3 villes. C'est dans ce cadre que les acteurs du système de santé se sont réunis ce mardi à Kinshasa pour présenter la capitalisation de ce vaste projet. Le projet a été une réussite dans plusieurs aspects, vu qu'on a pu atteindre les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire la population congolaise dans les 2 provinces d'intervention qui comptent à peu près 2,2 millions d'habitants, mais aussi une longue réflexion sur comment pérenniser tous les acquis ici et voir dans la perspective du futur comment encore améliorer nos réalisations aussi bien dans les zones d'intervention que dans les autres zones d'intervention où nous pouvons intervenir dans les mêmes actions. Des plaidoyers ont également été formulés, notamment autour de la transfusion sanguine et de la production nutritionnelle. La malnutrition bat son plein. Il y a 3 enfants sur 5 qui sont atteints de la malnutrition, que ce soit aiguë ou chronique. De même, le coût des soins ne permet pas à toute la couche de la population d'avoir accès aux soins. On a parlé de la construction d'une usine, des intrants de nutrition, de produits nutritifs pour les enfants. Au lieu que ça soit importé, maintenant ça sera produit localement ici. Et c'est une usine qui est déjà opérationnelle. Et avec l'augmentation du pourcentage de budget alloué au secteur de la santé, et surtout la mise en œuvre de la formation, de remise à niveau des personnels de santé et des professionnels, nous arriverons à aller atteindre la dernière couche de la population, là il se trouvera. Le ville de Kisantu, Kidinga, Gombe Matadi dans la province du Congo central, ainsi que dans le ville de Bunia, Drodro, Komanda, Mambasa, Nyakoundé, Nizi, Chomia dans la province d'Elituri sont le cible de ce vaste projet. Qu'aura été ici un engagement réaffirmé pour que la santé ne soit plus un privilège, mais un droit accessible à tous.
L'accès à l'électricité en milieu rural comme urbain constitue un problème que la libéralisation de ces secteurs n'a pas encore permis de résoudre. Parallèlement, des statistiques révèlent des différences des chiffres par plusieurs services, allusion faite à l'enserre et à l'arrêt, des mesures qui se chevauchent entre elles, d'où cet appel de la société civile à plus de pragmatisme. D'après le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le taux d'accès à l'électricité serait passé de 9 à 21,5% en 5 ans. Des chiffres opposés à ceux de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, qui elle mentionne un taux d'accès de 10,3%. Côté desserte, l'ARE évoque 28,6% contre 22,1% pour la Banque mondiale en 2023. Face à l'incohérence de ces statistiques, le réseau Mwangaza interpelle les autorités et toutes les parties concernées. Le ministère des Ressources hydrauliques doit effectivement mettre de moyens en jeu pour responsabiliser une structure du ministère qui doit faire le travail et amener le vrai chiffre, le vrai données de terrain qui reflète la réalité par rapport au taux d'accès à l'électricité. Mais aussi promouvoir des projets, parce qu'on a beaucoup de projets, on nous parle de projets chaque jour, mais finalement les projets ne commencent pas. Ça commence quand? Mais il faut qu'on soit le plus concret possible. En réalité, la RDC compte parmi les pays subsahariens ayant un moindre taux d'accès. D'après ce réseau, la faible quantité d'énergie produite est consommée en grande partie par les industries minières, d'où ces recommandations du réseau Mwangaza à rectifier le tir. Désagréger les taux d'accès par catégorie, ménages, entreprises minières, autres entreprises, petites et moyennes entreprises, rendre public le mécanisme mis en place pour assurer la transparence et la redevabilité des initiatives en cours de réalisation. Les coupures intempestives, l'électricité publique déficiente constituent des problématiques qui peuvent être résolues en assistant davantage à la démocratisation de ce secteur. Autre chose, la chefferie de Bayéké a remis un lot de 6700 bancs aux écoles dans sa juridiction, une dotation rendue possible grâce à la redevance minière. L'action posée compte s'étendre dans plusieurs autres écoles de ce coin du pays. 6700 bancs acquis et dotés par la chefferie de Bayéké dirigée par Sa Majesté Mwami Mwinda Bantou Munongo Godefroy Junior, grand chef de Bayéké et roi du Garégans, aux différentes écoles construites par cette entité territoriale décentralisée dans le 7 groupements que compte la chefferie de Bayéké grâce à la meilleure gestion des fonds perçus de la redevance minière. Je remercie Sa Majesté pour l'effort fourni par sa générosité et son amour. L'école nous a été construite et le banc nous ont été donnés. Merci beaucoup. Les enfants sont ici assis. Ne sont pas comme on vivait dans les années passées. Financés et équipés par la chefferie de Bayéké reste un ouf de soulagement pour la population de ces coins. Nous tenons à remercier grandement le Mwami Mwenda Bantou. Ça, c'est un monument. Depuis que Dieu a créé cette terre, c'est la première fois de voir un bâtiment comme tel ici en bébé. Disons merci à Sa Majesté, le grand chef de la chefferie, avec l'école qui nous a été donnée et les bas aussi. À Kiabo, dans le groupement Kalonga, à Mwindamukose, chef-lieu qui porte le même nom, les écoles ont reçu des lots importants des bancs. Plus de 30 écoles construites sont désormais équipées en bancs, reste une preuve éloquente de la matérialisation sans faille de la gratuité de l'enseignement et de la modernisation des infrastructures scolaires prônées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, par les autorités de la chefferie de Bayéké. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale totalise 1 an depuis son inauguration par le président de la République. Les célébrations feront un point d'honneur sur la rumba à travers le projet Maître de la rumba. Premier invité, Samangwana. Premier anniversaire du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, le Grand Tambour place la rumba au cœur de ces célébrations avec un programme exceptionnel.
le maître de la rumba. Pour la première édition, c'est Sam Mangwana qui a été choisi comme grosse figure de la musique panafricaine pour lancer le programme. Une musique sans texte, pour moi, c'est une musique vide. Alors, pour moi, la rumba, c'est un grand véhicule pour constater, rééduquer et faire chaque fois prendre toujours la référence de notre culture d'origine. Parce que maintenant, on s'habille moderne, mais on ne peut pas oublier que nous avons notre culture traditionnelle qu'il faut préserver. Voilà, c'est ça mon combat. Les centres culturels et artistiques des pays d'Afrique centrale, grand lieu de souveraineté culturelle, annonce les temps forts de son programme du premier anniversaire. Ce jeudi 11 décembre, de 9h à 11h, nous aurons une masterclass avec le grand artiste Sam Mangwana, accompagné de l'arrangeur Maïka Mounan. Toujours ce même jeudi, de 15h à 17h, nous organisons un panel sur l'histoire de la rumba qui sera animé par Suzy Kasseya, Maïka Mounan, Jean Goubal et Janon Nzaou, qui sont des figures de proue de ce courant musical. Le samedi 13 décembre, toujours ici au Grand Tambour, nous allons organiser à partir de 9h un panel témoignage sur la genèse et la mise en œuvre du Grand Tambour. Et à 19h, ce sera le concert exceptionnel de Sam Mangwana au Grand Théâtre, donc ici même, et l'ouverture des portes se fera à partir de 18h. Partenaire de l'événement, Orange RDC est fier d'accompagner ces instants. Et c'est un grand plaisir d'accompagner cet événement qui est une étape sur la durée. Donc, vous savez, Orange est promoteurs de la culture de manière générale. Et donc, c'est un honneur pour nous, effectivement, comme je le dis, d'être présents sur cet événement et nous sommes très satisfaits d'avoir notre nom à porter d'un grand artiste comme M. Sam Mangwana, qui est une icône de la rumba, qui est inscrite depuis peu dans l'animal matériel de l'UNESCO. Donc, voilà, nous sommes très heureux d'être associés à cet événement. Alors qu'il n'était qu'un élève, Sam Mangwana a été initié par les grands maîtres de la rumba. Aujourd'hui, c'est en maître de cette culture d'Afrique centrale qu'il livrera un concert ce samedi 13 décembre à 19h au Grand Théâtre du Centre culturel. Je participe à ma manière, je contribue à ma manière. Je ne veux pas me targuer de dire que j'ai fait ceci, cela, non. Je vis cette culture de l'Afrique centrale et par modernité, pour essayer de répandre cette culture à travers le monde, je fais ce que j'ai à faire pour que le monde connaisse quand même qu'en Afrique centrale, il se trouve un peuple bantou qui a vécu comme ceci et qui essaie de lutter pour se moderniser et exister dans le monde moderne. Les invitations sont disponibles à la billetterie du Grand Tambour. Chacun choisira son programme. Les plus connectés peuvent aller sur l'application Max d'Orange RDC, sponsor de l'événement, pour se procurer les billets à $21, à $49 et à $121. Grand Tambour réaffirme ses missions, célébrer la rumba comme patrimoine immatériel et moteur de la créativité, valoriser les artistes et chercheurs qui en perpétuent la mémoire, offrir au public une expérience unique entre transmission, témoignage et fête. C'est par cette note culturelle que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain. Je vous confirme, je vous rassure.